sa femme allait périr. Mais non, je sais pas, je kiffe ton pseudo, le gobelin vegan. Le fan du Mordor que je suis approuve. Salut. Je suis un gobelin, oui. Je suis un gobelin. Bienvenue parmi nous. J'ai déduit quelque chose de très intéressant. Les gobelins sont verts. Peau verte. Pour avoir de la force, il faut manger des choses vertes. Donc de la salade. Donc de la salade. Alors j'ai remplacé toute mon alimentation, je mange à peu près 47 kilos de salade par jour pour que ça puisse convenir aux 900 calories dont j'ai besoin pour faire fonctionner mon organisme chaque jour. Mais pas la même salade que les hérétiques d'elfes, ces espèces de bouffeurs de salade aux oreilles pointues là. Non, ils ont leur salade tout délicate, sans saveur, sans la moindre amertume. Moi je mange des pissenlits. Et les pissenlits, c'est bon. C'est bon pour ce qu'on a. Ça contient beaucoup de calcium. Exactement. Il y a Black Coach sur mon live. Salut Black Coach. Viens, rejoins-nous. Exactement, rejoins-nous Black Coach. Mais c'est en train de faire la synthèse de nos connaissances afin de composer la meilleure salade gobeline du siècle. Non mais je vais vérifier quand même un truc. Ouais, qu'on ne soit pas tombé dans une faille temporelle dans laquelle un gros vidéaste comme Black Coach arrive sur la Ouais, exactement, Pic, un tournevis Sonic. Et celui-là a une particularité. Il est pratiquement et totalement introuvable. J'ai appris l'année dernière, parce que c'est le tournevis Sonic qui fait télécommande. Avec une petite option très sympathique, quand tu appuies 1, 2, 3 et que tu restes appuyé sur le troisième point, et donc il fait ce clignotement, il met en veille tout ce qui est allumé, et il allume tout ce qui est en veille. À part les télé Panasonic, où il faut un signal long, un signal de 3 secondes long, c'est un signal de 3 secondes, un signal de 3 secondes. Mais sinon, tout ce qui est télé, on va dire, magnétoscope, DVD, etc., qui fonctionne par une impulsion simple, eh ben, ça marche. Et du coup, je ne suis jamais allé dans des grandes surfaces et des grands magasins équipés de ce petit jeu, et je n'ai jamais mis en veille des murs d'écran. Et je n'ai jamais après rallumé les murs d'écran en vrac avec ce petit jouet, en me fendant comme un dingue, à pouvoir. Non, j'ai jamais fait. Jamais. C'est trop bien. T'as jamais fait choper? Bah, en fait, en général, quand quelqu'un me voyait faire, je fais, c'est vous qui avez éteint la télé? Je fais, bah oui, bougez pas, je les rallume. Je suis docteur. Et la personne qui l'arrête se ford la poire, parce que c'est trop génial. Et en convention, je le fais aussi, parce que j'ai une tenue Steam temporelle, et hop, j'ai le tournevis dans une petite poche. Donc, des fois, t'as toujours des grands écrans qui affichent le programme, et des fois, quand t'expliques le truc aux gens, je fais, bah si, regardez. Biou! Et hop, t'éteins l'écran, tu fais, voilà, et hop, tu le rallumes. Voilà, c'est trop bien. Du coup, tu sabotages l'événement. T'as toute une distraction en mode, ah putain, l'écran il est éteint, toi t'es en mode, ah mais attendez, je vais régler la situation. Je suis le docteur. Je suis le docteur. Et tu rallumes l'écran, les gens ils t'applaudissent et tu pars et t'es content. Un docteur me l'a passé, il me l'a offert, c'est trop cool, là. Le tardis. Attends, il te l'a offert avec la fonction on-off sur des gros écrans déjà incluses. Ah, t'as vu ça? Et le pire, c'est que quand je fais des campements de reconstitution historique, ce tournevis-là, je l'ai dans une de mes Attention avec Tommy, il a dû faire une dinguerie avec, ça se trouve il a arrêté le pacemaker d'un vieux avec sans faire exprès. Il t'a refilé l'arme du crime. Tu sais, c'était le vieux pacemaker qui était encore en infrarouge comme les télécommandes des voitures à l'époque. Et donc du coup, quand t'as des gens qui rentrent dans le Tipeee et qui me disent « Wow, mais c'est plus grand à l'intérieur !» En général, je sors le tournevis, je fais c'est normal. Et là, tu vois les gens qui ont la ref, c'est trop génial. Et les gens qui ont pas la ref, ils disent, bah pourquoi non? Oh non, j'aime bien des fois sortir cet objet et puis. Mais généralement, les gens, ont la ref, c'est trop bien. Est-ce que du coup tu invites des gens dans ton Tipeee juste pour faire la blague? Mais en fait, sur les camps de reconstitution historique, quand c'est ouvert au public, en fait, notre Tipeee, celui de ma petite femme, il est ouvert au public. Il y a des collègues qui, eux, n'ouvrent pas leur campement en public, parce que, ils ont pas
ils ont des trucs pas histo dans leur campement, mais nous, quelques trucs pas histo, on les cache et on ouvre le campement pour que les gens puissent voir comment c'était la vie au 18e. Et du coup, tu sais construire la tente toi-même? Ouais, j'ai le Tipeee. Bah tiens, regardez, hop là, je vais vous montrer un peu vite fait ce que vous pourrez voir si un jour vous me croisez, hop là, sur un campement de Reconstite. Hop, je vais mettre en grand et je vais retourner la caméra. Je fais du 18e siècle, tac. Première Nation. Et là, je l'ai fini il y a 2 semaines, mon Bastel. Donc, c'est un truc qui se met à l'arrière, au niveau des hanches. T'as littéralement les plumes dans le cul. Tu peux pas. Je suis désolé, hein, c'est ce que t'as. Et en fait, là, j'ai refait tout le double cône de plumes de dindon. Parce que le problème, c'est qu'au bout de ça fait 4-5 ans que je l'ai, celui-là. Attends, non. 7 ans, ça fait 7 ans que je l'ai, et le problème c'est entre moi qui l'utilise, moi qui le touche, les gens qui le patouillent, bref, le fait de l'user, à la fin les plumes elles étaient un peu comme les grandes, elles étaient toutes défraîchies, dégueulasses, donc du coup j'ai racheté des cônes, là j'ai le bouclier, hop là, et tu vois l'autre jour, hop, j'expliquais à Emir, et un autre gars, comment tu courtisais les femmes chez nous à notre époque avec des flûtes de cérémonie et de courtisage qui sont ultra faibles au niveau de la puissance sonore, donc hop, la Reconstite, c'est cool. Je remettrai le boîtier. Et ça, par exemple, c'est du cuir. Hop là. On va poser ça à côté d'un gros chat qui dort. Ça, c'est du cuir. C'est du cuir cru. Et en fait, quand le cuir cru est sec, il est rigide. Presque comme du bois. On fait des pointes de flèche avec. Et quand le cuir cru est humide, il est tout mou. C'est très, très couillon, par contre. C'est pour ça qu'il ressemble à rien, qu'il est tout cabossé de partout. C'est pas parce qu'on lui a mis sur la tronche, c'est parce que quand il est humide, il bloufouille. Et du coup, hop là, quand il sèche, après, il est pas totalement et intégralement sphérique. Enfin, cylindrique plutôt. Je dis des bêtises. Donc ouais, des fois sur les cordes en Reconstite, c'est très rigolo de sortir le tournevis et de faire. C'est plus grand à l'intérieur. Est-ce qu'on peut le faire en peau de fasciste la prochaine fois? En quoi? Est-ce qu'on peut la faire en peau de fasciste la prochaine fois, s'il te plaît? Oh, je sais pas, faudrait voir. Est-ce que c'est... Je veux bien la faire en peau de colon. Ah, ça, je veux bien aussi, ouais. Il y a des choses qui se faisaient en peau de colon. Notamment des blagues à tabac. Qui se faisaient avec un objet que tu trouves uniquement sur les hommes. Qui ressemble déjà à une petite popoche. Oui, autre temps, autre mœurs. Je suis pas fier de mes ancêtres pour certains points non plus. En peau de Quentin. Non, personne ne mériterait qu'on lui tape dessus jusqu'à ce qu'il s'énerve, jusqu'à ce qu'il décède de mort violente. Décède de mort. Ouais, exactement. Nul ne devrait trouver un terrain favorable à un décès prématuré alors qu'il est déjà au sol et complètement séché. Ouais, en plus ça rime. Je suis là pour faire des rimes. Avec Tommy. Oui. La conscience humaine Oui. est une forme d'hallucination contrôlée, basée à partir d'informations externes limitées, qui passant par des sens qui sont non seulement approximatifs, mais qui en plus, dans leur fonction même et dans leur analyse, contiennent des biais intrinsèques, à la fois d'un point de vue limite sensorielle, mais aussi analyse, qui a évolué non pas pour connaître la vérité avec un V majuscule, mais pour avoir un modèle extérieur du monde assez performant pour nous permettre de survivre et de nous reproduire. Exactement. Et en tenant compte de ça, n'est-ce pas triste finalement que l'existence sur cette planète soit tellement brutale que la conscience humaine semble avoir évolué pour montrer une forte prédisposition à accepter des idées sociétales, à s'engager dans des idéologies fausses, afin de faire face à leur excès de conscience, qu'ils doivent désespérément limiter afin de pouvoir continuer à fonctionner. Ouais, après en même temps, entre le moment où on était encore des primates qui n'étaient pas au sommet de la chaîne alimentaire, et maintenant où on envoie des fusées dans l'espace qui arrivent à se reposer sur leurs pieds. On en parle des tigres en Europe. On en parle de la mégafaune qui existait avant.
Exactement. Bah, du coup, c'est vrai que croire à des choses absurdes, bah, c'est biologiquement et évolutivement correct, parce que si tu vois des fougères qui bougent à côté de toi et qui se rapprochent, vaut mieux croire que c'est un truc qui t'arrive sur la gueule, plutôt que de se dire, attends, bouge pas, je vais le faire. Oui, donc on a un biais vers le faux positif. Que c'est quelque chose qui me veut du mal? Oui, quand il s'agit d'identifier si oui ou non il y a une conscience ou une intention derrière n'importe quel événement, Ouais. le faux négatif est beaucoup plus coûteux que le faux positif. Ah, puis même, c'est plus rassurant de se dire, ok, d'accord, là, il y a eu un gros orage, une grosse tempête, c'est le dieu de l'orage et de la tempête qu'on a mis de travers, et du coup, on va peut-être essayer d'avoir ses faveurs, plutôt que de se dire, bah, c'est totalement aléatoire et on peut rien y faire. On peut pas lutter contre. Bon, sauf si c'est un orage, et à un moment tu te dis, et si on mettait un gros pic en plein en haut, comme ça fait paratonnerre, et tac, ça protège le village. Mais sinon, ouais, c'est vrai que c'est plus facile de se dire, et si le dieu du tonnerre et de l'éclair, on pouvait lui dire, non, on va te faire un truc, et comme ça tu me laisses tranquille. Oui, donc en gros, le logiciel il est daté, faut passer à la version suivante, quoi. Ah, carrément, quoi. Et pour toi, c'est quoi le meilleur logiciel à ta connaissance? Bah, je dirais l'accumulation de preuves reproductibles et falsifiables. Si c'est pas genre littéralement juste la méthode scientifique. Ouais, mais en mode très hardcore. Et si on n'a pas de preuve du truc, ben on considère que ça n'existe pas, tout simplement. Juste la preuve du contraire. Tu dis, ok, d'accord, là on a un phénomène. Pour l'instant, on n'arrive pas à l'expliquer. Bah, on va dire, on n'arrive pas à l'expliquer. Et c'est Par contre, il y a un truc qu'on peut expliquer, et ça, on en est encore plus sûr que de l'existence de l'âme ou des trucs comme ça. Bah, ouais. C'est qu'on est des singes. Les grands singes, parce que si mes souvenirs sont bons, d'après ce que j'ai pu comprendre quand j'étais en cours de bio, les grands singes n'ont plus de queue, alors que les singes ont une queue. Enfin, alors oui, le problème, c'est que si tu dis ça, en fait, ça donne au mot singe une valeur paraphylétique. Ah ouais. Donc moi, je préfère dire les autres singes. En dehors des grands singes, ou alors je préfère dire soit tu vois les singes de l'ancien monde, les singes du nouveau monde. Ouais. Mais de base en fait les grands singes font partie des singes, c'est implicite dans la formulation. Ouais, puis je pense que c'est assez bien vulgarisé. Parce que c'est vrai que si tu commences à se perdre en conjecture avec les... Non, en fait, si tu veux, c'est un modèle, c'est un langage culturel, historique, qui a été construit en biologie, avec un biais anthropocentrique en tête, en fait. À la base, le mot singe, tu vois, le mot vernaculaire. On avait le mot singe à une époque où on ne comprenait pas la théorie de l'évolution. Ouais, donc en fait, il ramène ce bagage de structurer, de voir les choses avec ce biais spéciste, avec ce biais d'une soi-disant séparation qui existerait à différentes échelles, et y compris entre soi-disant les grands singes et les singes. Quand on a commencé à déconstruire ça, bien entendu qu'on a commencé à se dire grands singes, mais voilà, il y avait quand même ce désir de dire ouais, mais on n'est pas des singes, on est des grands singes. Tu vois, il y avait un petit peu de déni qui restait, tu vois. Ouais, logique. Mais en fait, ouais, on est clairement des singes. Il y a aucun moyen de l'éviter parce que singe, c'est juste similiforme en fait. C'est ce qui va regrouper tout ce qu'on appelle les singes de l'ancien monde et les singes du nouveau monde. C'est-à-dire que si t'es d'accord pour dire que je sais pas, par exemple on va dire qu'un chimpanzé, on s'en fout. Tu vois, le chimpanzé, on va dire c'est un grand singe, donc ça compte pas. On va regarder un macaque. Un macaque, c'est un singe. C'est pas un grand singe, c'est un singe, ok? Ouais. Et tu vas regarder, par exemple, le singe hurleur qu'il y a en Amérique du Sud. Eh ben, le macaque, il est beaucoup plus proche de nous que du singe hurleur d'Amérique du Sud. Parce que le macaque, c'est un singe de l'ancien monde. On a un ancêtre commun avec qui est beaucoup plus récent qu'avec l'ancêtre commun qu'on partage avec les singes du nouveau monde. Les singes du nouveau monde, en fait, leur origine, c'est que il y a 100 millions d'années, quand t'avais vraiment les tout premiers singes, les continents, en fait, étaient relativement proches entre l'Afrique et l'Amérique du Sud. Ouais. Et en fait, avec des tempêtes, surtout pour des singes qui vivaient près de populations de rivières, etc., eh ben, en fait, sur des millions et des millions et des millions et des millions d'années, statistiquement, à un moment donné, tu vas avoir quelques couples, quelques populations qui vont dériver sur du bois dans l'océan pendant plusieurs jours avant d'atterrir sur un nouveau continent. Ouais, bah oui, ouais. Tu vois? Et en fait, t'as une population qui a tenu parmi celles-là et ça a donné tous les singes du Nouveau Monde. Et en fait, il y a aucun singe qui a traversé entre les deux continents depuis. En tout cas, il n'y a pas de lignée qui a tenu parce que c'est possible qu'il y en ait d'autres qui ont dérivé, qui ont existé un certain temps plus tard et qui après, tu vois, ils n'ont pas tenu le coup. Mais le seul transfert de singes qu'il y a eu depuis cette séparation, qui est très très ancienne,
Ah bah c'est quand Homo sapiens a débarqué en Amérique. Ouais, logique. C'est ouf quand même de se dire que on a fait un crossing over dans l'autre, tu vois, on a retraversé de l'ancien monde au nouveau monde. Mais genre hyper longtemps, c'était un truc qui était colossal, une tâche qui était hyper difficile. Tu vois, les autres singes étaient en mode non, moi j'aime bien ma forêt et tout. Tu vois, et Homo sapiens, tu vois, qui a ses outils, qui peut porter de la bouffe sur lui, qui a des habits chauds. Il voit une étendue froide, le gars il est en mode vas-y, on y va. Ouais, mais c'est ça, c'est clair, c'est fou. On est des psychopathes, on est des tarés. Vas-y, on y va, et en plus on va y rester. On va y rester et on va développer une culture complètement indépendamment du nouveau monde. Alors que quoi, il y a la séparation, c'était quoi? C'était pas 20 000 ans, c'était combien? Il y a combien? 16 000? Je sais Bah, plus. tu vois toutes les nations des steppes du Nord, les Inuits, les Atikamekw, Les Aztèques, bordel! ouais, tu fais qu'est-ce On en que... parle des Aztèques. Tu sais qu'ils payaient l'impôt avec des fèves de cacao? On a des traces de consommation du cacao dans des jarres et des trucs comme ça de plus de 5000 ans. Puis même, fallait se les construire, les monuments sur leur géographie, parce que c'est pas les grandes plaines de chez nous, quoi. Tu sais, quand tu regardes Cahokia, tu fais Cahokia, c'est une grosse cité qui était là, qui a périclité vers 1200 à peu près. Mais moi, la question que je me pose, c'est est-ce que l'ancêtre commun, est-ce que les humains qui ont traversé par l'Alaska, tu vois, est-ce qu'ils savaient écrire? Ah ouais, est-ce qu'il y avait des traces d'écriture? Attends. Parce que le truc, c'est que si ça se trouve, ils ne savaient pas écrire, et en fait, ces deux civilisations ont inventé l'écriture chacun de leur côté. Alors nous, on n'avait pas d'écriture, mais on avait des pictogrammes, on avait les Winterkund, en fait c'est un dessin. Alors ce qui est marrant avec les Winterkund, c'est un dessin représente un événement important qui s'est passé dans une année. Et quand tu vois un Winterkund, c'est la baston, c'est le Mordor. On passe son temps à se foutre sur la gueule. Et les gens disent, putain, mais la société, c'était violente à l'époque. Je dis non, mais c'est un dessin, c'est une année. Donc évidemment, faut résumer l'année. Donc en général, c'est une baston, quoi. Il y a une année qui me fait hurler de rire, et j'aime bien la référence, la noter. Je sais plus quelle année c'est, et tu vois un gars qui est à côté de son tipi, il est accroupi et il a ses armes à côté de lui. Donc c'est stylisé, hein. Tu vois un arc et deux petites flèches, et en fait, c'est parce que pendant cette année-là, il y a eu un parti de guerre qui était assez violent, c'est quand même bien foutu sur la tronche, et en fait, t'étais obligé de sortir faire popo avec tes armes au cas où. Et là tu fais, c'est le résumé d'une année. Je préfère quand les J'aime humains... bien comme il y a eu un accord collectif de représenter l'année comme ça. Mais oui, tu dis, je pense que ça a dû être quand même assez traumatisant, parce que, en même temps, sur une année, il se passe plein de trucs, quoi. Et là, tu te dis, je pense que ça a dû chier des hamsters secs assez fort. Pour représenter l'année comme ça. Ça s'appelle les Winterkund. Je vais vous nommer ça dans le texte. Winterkund. Et j'avais commencé à faire les Summerkund en hommage à Simon de Tulière, qui lui fait des espèces de gravures style médiéval. Il reprend des affiches de films. Enfin, Simon de Tulière, il faut voir ce qu'il fait. Attends, du coup, j'ai une vraie question pour toi. Vas-y. Parce que t'as vu, dans l'islam, on critique souvent le fait que, tu vois, ça autorise l'inceste, des trucs comme ça, des trucs assez chelous. Dans ces civilisations, c'était perçu comment dans différentes époques, à différents endroits? Alors chez nous, l'inceste était pas bien vu. En général, on coupait le nez de celui ou de celle qui avait fait l'inceste. Donc, ouais, c'était assez violent. Chose étrange, tu n'avais pas le droit d'avoir de rapport S avant ton mariage, mais si tu en avais, ça, en tout cas pour les nations des Grandes Plaines, je parle des Grandes Plaines au niveau du centre. Parce que les autres, je suis pas spécialisé dedans. Mais si tu arrivais à avoir un rapport S avant ton mariage, ça pouvait te valoir une plume, donc une décoration militaire, un haut fait, complètement starbé des fois les non-sens, on va dire dans la loi entre guillemets. L'homosexualité, par contre, était bien vue et voire même respectée et surtout considérée comme sacrée.
Alors, il y a un collègue qui vient ici des fois qui s'appelle Autochtone 101, qui lui est Abénaki. Enfin non, il est Micmac. Donc il est du Canada de l'Est, donc la pointe, Je Gaspé. le connais, ouais. Ici en France, il est en Bretagne. Je sais pas si tu le connais, peut-être que... Ouais, je vais déjà parler, ouais. Et donc du coup, lui, donc chez eux, les deux esprits étaient pas moqués. Ils étaient considérés comme sacrés, tac au poil. Mais chez nous, dans les Grandes Plaines, les deux esprits étaient moqués, mais quand même considérés comme sacrés. Et c'est ce que je dis avec les lives de critique d'islam, de chrétienté et compagnie. Je fais d'un côté de la Grande Mer, donc dans les pays, dans la péninsule arabique, le croissant fertile, t'as un dieu qui a dit bon, l'homosexualité là-bas c'est recta, hein, et apparemment c'est le même dieu parce qu'il est, il est planétaire. Chez nous, il a dit non, l'homosexualité, je kiffe les gars, attention, et vous touchez pas. Question à la con, mais une plume. Ouais. C'est littéralement toujours positif. Ça dépend. Mais en général, oui. Alors, les plumes qui sont dressées, donc ce sont des plumes d'apparat, donc c'est de prestige, des plumes de prestige. Donc c'est littéralement l'équivalent du placard à médaille pour un militaire européen. C'est pour ça que quand tu vois le gars avec la grande coiffe, 52 plumes, et voire pire, des fois la traîne, imagine, une plume, c'est un haut fait. C'est-à-dire un fait qui mérite d'être raconté. Que tu aies pragmatisé un ennemi, que tu aies sauvé un ennemi, que tu aies été volé une femme, que tu aies ramené un enfant dans la tribu ennemie. Enfin, c'est un fait qui est noble et qui mérite d'être raconté. Et attention, tu peux pas te pointer à la tribu en disant en fait, j'ai fait ça. Ouais, mon con, je suis super, on te croit. Non, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse le confirmer. Et on peut te retirer aussi tes hauts faits. Et en général, quand on retire tes hauts faits, si on te retire pas une plume, si t'as le bonnet complet, c'est le bonnet entier qui peut tomber. Wow. En général, les gens pensent que c'est la coiffe de chef. Non, c'est la coiffe d'un guerrier respecté. Il est chef parce qu'il a fait des actions respectables. Là, c'est... Est-ce que c'est méritocratie du coup? Ouais, ça pourrait être, parce que tu peux aussi tu pourrais presque même avoir tes 52 plumes sans avoir fait de fait guerrier, quelque part. Vous savez, comme j'ai dit, le fait d'aider un ennemi, le fait de ramener une femme ennemie à son clan alors que tu pourrais la prendre comme esclave, entre guillemets, ben, ouais, les plumes, c'est équivalent des médailles de la Légion d'honneur. Même plutôt, c'est équivalent d'une médaille. Tu sais, t'auras une médaille de bravoure, une médaille de machin, la médaille du courage. Et accessoirement, tu as des plumes aussi qui peuvent être un peu coupées, qui peuvent être peintes. Tu as des encoches, des bidules. Et ben, ça pourrait correspondre. Des fois, tu as une médaille, le machin rond avec le petit liseré en dessous. Enfin, plutôt, le petit liseré en dessous qui pendouille et la médaille qui est en dessous. Et des fois, tu as des espèces de petits, des petites barres, des trucs en plus. Genre, il a reçu la médaille pour cette bataille. Et en plus, parce qu'il a attaqué un bunker et qu'il a sauvé un de ses potes et qu'il a capturé 3 ennemis, bah tu sais, t'as des fioritures en plus. Et ben, ce que tu vois des fois sur les plumes qui sont coupées, qui sont peintes, qui sont machin, qui ont des trucs en plus, et ben, ce serait des fioritures en plus. Sachant que tout ça, en fonction des tribus, tu as des changements, en fonction des nations, tu as aussi des changements. C'est un terrier de lapin, ce truc. C'est les obscures clartés qui tombent des étoiles, exactement. Donc ouais, c'est assez... Mais comme je dis, attention, notre nation, enfin notre civilisation, Grande Plaine, n'est pas toute rose pour autant. C'est pas une nation... Alors, on se foutait moins sur la gueule dans une volonté de se pragmatiser, parce que comme les clans étaient plus petits, ben tu comprends vite que si à chaque fois t'envoies 15 guerriers au combat, avec une volonté vraiment de pragmatiser, si tu es... Allez, t'es un clan, t'es une tribu assez grande, 150, 200 individus, ouais, 200 individus. T'es une grosse nation, là, un bon clan de la nation. Ça allait pas au-delà de ça, les groupes, vraiment? Comment? T'as jamais des groupes de 400 ou 500? Tu pouvais en avoir, mais c'était plus des rassemblements de tribus, parce qu'il faut se rendre compte que plus tu es sur un site, plus tu vas vampiriser tes ressources très vite, parce qu'on est nomade et c'est pour ça. Et en hiver, la tribu se divise en familles, parce qu'en hiver, tu te barres pas trop loin du tipi, parce que tout bon pisteur que tu es, si t'as parcouru 2 kilomètres dans la neige, ou 2 heures dans la neige, et que tu tapes un blizzard, donc déjà il faut le retrouver, hein, t'as pas de GPS, et ensuite, ben si la neige a recouvert tous tes pas,
Bien joué. Surtout que, alors en hiver, t'as un peu moins de bestioles qui veulent te pragmatiser, mais t'en as quand même quelques-unes qui sont un peu chafouines et qui, comme elles ont faim, hésitent pas trop à attaquer l'humain. Parce qu'on n'est pas au sommet de la chaîne alimentaire à cette époque-là. Donc tu vois, mais pourtant on se foutait sur la tronche. Un des meilleurs exemples, c'est le lacrosse. C'est une espèce de, ça existe encore le lacrosse. C'est une espèce de hockey sur gazon. Et regardez la mentalité des nations de l'époque. Le lacrosse est un sport où il faut mettre la balle dans le but adverse. T'as pas beaucoup de règles. Si ce n'est qu'il faut éviter de pragmatiser le gars d'en face, mais éviter, c'est tout. Et accessoirement, le terrain est gigantissime, il peut être très grand, et surtout, tu peux avoir autant de joueurs que tu veux. Ça, c'est de la lacrosse ancien. Et du coup, si par exemple, je te pragmatise toi, ta famille pourrait demander réparation. Mais elle le fera pas, parce qu'elle va pas considérer que je t'ai pragmatisé. Elle va considérer que c'est le lacrosse qui t'a pragmatisé. Parce que en rentrant sur le terrain de lacrosse, tu sais ce qui peut t'arriver. Donc, vous voyez la différence de mentalité déjà? Comme au football, ouais, comme un football, mais ce serait plutôt, c'est Mario Soccer Strike Chargeur Football, le jeu de foot sur la Wii là, qui était complètement hardcore où on se foutait des taloches. C'est sûr la con, mais tu gagnais quoi à ce jeu? Du prestige. Putain. Parce que c'est vraiment un truc de bourrin. Est-ce qu'on aurait inventé le sport? Parce que franchement, il me semble que les Aztèques et les Mayas avaient des sports vénères aussi, hein. Ouais. Ouais. Est-ce que le sport aurait évolué dans les tribus en tant que pratique sociale, etc., tu vois, afin de maintenir la forme physique de ses membres et afin de participer à une espèce d'hypergamie, tu vois, genre où tu sélectionnes les individus qui sont les plus fit. Je pense oui, parce que quand tu regardes les jeux à notre époque, tous les jeux de société, enfin les jeux externes à notre époque, c'est que tourné autour de la guerre. C'est du lancer. Alors pas de lance, la lance on ne laisse pas, mais d'équivalent de javelot. C'est du tir à l'arc avec un cerceau. T'as un gars qui fait rouler un cerceau, il faut que tu tires dans le cerceau. Autant te dire que acuité. Dès tout petit, les enfants chassent des petites proies avec des flèches bluntées. Tu sais, c'est des flèches qui sont pas en pointe. Sinon, moi j'ai une petite flèche aussi. C'est une toute petite flèche en pointe de pierre. Et c'est une flèche à petit gibier, à lapin, à oiseau. Pareil aussi pour la comment s'appelle la précision. Tu as ce que j'appelle la pétanque de l'époque. Tu mets un cercle par terre, tu te fais une espèce de grosses fléchettes, alors avec un épi de maïs, une pointe au bout, des plumes à l'arrière, et tu lances ça, tu sais, en cloche. Et le but du jeu, c'est d'être le plus près. Tu as la lutte aussi, tu as beaucoup de lutte. Et la lutte qu'on pratique chez nous, en tout cas dans la Grande Plaine, ressemblerait presque au Gouren, ou tu sais, la lutte bretonne, et la lutte corse. C'est pas rude les hivers dans ces Grandes Plaines? Alors dans les Grandes Plaines ça va, mais comme nous on est plus vers le nord, les Nakodas sont fait chasser par les Lakota vers le nord, vers 1600, tu tapes dans le nord du Canada. Et le Canada, c'est moins 40 et 80 cm de neige. Hein, quand t'as pas de chauffage interne avec... ça marche comment pour survivre? En fait, c'est ce que je dis aux gens. Le tipi est un habitat agréable à vivre. Il fait aussi bon dedans que dehors quand le feu est éteint. Oui, donc en fait le tipi est une maison à condition que le feu soit allumé. Ouais, en fait dans le tipi ton feu est pratiquement tout le temps allumé, parce que déjà c'est bien. Alors, si tu l'alimentes pas, tu meurs en fait. Littéralement. C'est pour ça, imaginez que... Donc tu dois maintenir le feu en permanence. Putain mais c'est Don't Starve en fait le truc. En fait on comptait pas... Putain mais c'est comme dans Don't Starve, c'est horrible. Ouais, on comptait pas nos années en années, on comptait nos années en hiver. Tu as quel âge, Tommy? J'ai 44 hivers. Et tu comprends pourquoi? Parce que l'hiver, en général, quand on dit ne pas passer l'hiver, chez nous à l'époque, c'était pas des mots en l'air, quoi. Et en fait, il y avait vraiment des situations sur des hivers difficiles où les gens crevaient de faim, et c'est pour ça qu'on a inventé des légendes autour de ça et tout, là, des cannibales. Là, tu vois, l'autre jour, j'ai eu... Salut, attends, on va accueillir Maxime. Salut Maxime, je vais continuer après, je vais t'accueillir parce que sinon on va discuter pendant 15 ans. Oui, mais moi je salue Soytonic, salut Tommy, moi je suis juste monté parce que j'avais une petite demande.
c'est parce que je trouve tes croix drôles. Donc c'est quoi? Attends, je vais te les mettre en grand, tu vas voir. Regarde. As-tu déjà vu Salut. un saut à l'ecclésiastique? Salut, ça. C'est comme un saut à l'élastique, mais quand tu fais putain, preuve non, mais de beaucoup de flotte. je les trouve mais vraiment amusantes. Et regarde, là j'ai fait dans la saga Marvel, DC, Marvel et compagnie, t'as le surfeur d'argent. Ouais. Et ben moi j'ai mon petit surfeur doré. Et regarde, je lui ai fait un petit aileron. Il a sa dérive. Ah ouais, Il a c'est son génial, aileron. non mais Et je suis allé jusqu'à lui faire un côté hydrodynamique. Et en fait, le but du jeu, quand je fais des brocantes, c'est de trouver un crucifix d'assez bonne qualité, d'avoir un petit Jésus donc en métal, et surtout un petit Jésus. J'ai mes critères. Il faut qu'il y ait le trou. ouais. Il faut qu'il soit vraiment cloué. Comme ça, j'ai un petit sachet avec des petites clous de la Sainte-Croix, référence à Kaamelott. Et là, dans quelques temps, T'es un fou, toi. faut que je mette en poirier. Il y en a un autre, je vais lui mettre 2 sabres laser avec 2 petites LED, et comme ça, ce sera allumé. C'est les 2 sabres Ah laser. ouais. Et il y en a un autre, pareil, il aura ces 2 sabres laser, mais il faut que je trouve 2 Jésus identiques pour mettre 2 bras tournés vers le bas, et comme ça, j'aurai mon Grievous divin. Ah ouais, mais non, mais en tout cas, c'est juste pour ça. Moi, je suis athée, hein, donc, du coup, je suis juste monté. Je suis juste monté parce que je l'ai trouvé un peu. Attends, mais voilà, je voyais en miniature, mais attends, mais il fait quoi, Jésus là? Il fait du surf ou quoi? Oui, il surfe. Regarde, il y a YOLO! The wave! Take the wave, gros! Ok, bah c'était gentil. Mais enfin, Tommy, ne sais-tu pas que le seul péché que Dieu ne pardonne pas est le blasphème? Ah, blasphémons, mes braves, blasphémons. En même temps, je suis Iktomi, dieu de la malice, pour vous servir. Avant, j'étais le dieu de la connaissance. Taïo! Bah, exactement. Mais comme je passais mon temps à faire des blagues de plus ou moins mauvais goût aux autres divinités, et ben, mes supérieurs m'ont rétrogradé en dieu de la malice. Et j'ai perdu mes connaissances. Oui, parce que D'accord. Iktomi, c'est une de mes divinités. Mais je vois que tu as gardé beaucoup quand même, toujours aussi malicieux. Ah ben complètement. Mais tu sais que le pire, c'est quand il y a des croyants qui montent, je tape des fois mon meilleur roleplay, parce que oui, je fais du GN, et j'en fais, mais bien sûr que oui, je suis un dieu dans un corps d'humain. Merde. Et vous avez un gars, là, il y a 1400 ans, il a dit des conneries, il a marqué dans un bouquin, vous y croyez comme des cons, et là, quand un vrai dieu, sous forme humaine, vous parle, vous y croyez pas. C'est fou, ça! Ouais. Mais comment Ouais, ça mais après, ça c'est dans mon environnement, c'est commun, ça, des mecs qui se prennent, enfin, toi, pour le coup, peut-être c'est vrai, mais eux, c'est très discutable, hein. Et c'est ce que je dis. Pourquoi vous faites preuve d'esprit critique et de rasoir d'Occam face à moi quand je vous dis que je suis réellement un dieu sous forme humaine? L'autre jour, j'ai tenu pratiquement 1 heure de roleplay avec le gars. Il n'y croyait pas parce que, gros, je fais du GN. Je peux tenir 1 semaine comme ça dans un personnage. Donc voilà, c'est comme du Ouais, théâtre. mais C'est facile. c'est pas comparable. On a eu un gars qui a transformé de l'eau en pastis. Ouais, c'est petit, c'est minable. De l'eau en pastis. D'accord. Allez, les gars, science. J'ai l'impression que sois étonné qu'il se souvient pas de moi. Attends. D'ailleurs, je t'appelle par ton ancien pseudo Maxime, on avait discuté de quoi? de biologie sur le live de Aboya. Ah oui, c'est cool. Oui, c'était sympa. Bah, Oui. Tu vois que t'as une mémoire de poisson rouge alors. Ah oui, bah Merci. attends, je pense. Attends, arrête, t'es insultant vers le poisson rouge là, Maxime. Ouais, Et le la poisson, science j'ai plus de mémoire. Science aussi, il s'en souvient pas, c'est sûr. Sur le live de qui? De beaucoup de gens, le live de Lali, de Ymir, Ah de... oui. C'est vrai. Ah ouais. Allez les gars, ciao. Ciao. Ouais, donc tu vois, c'est ce que je dis aux gens. Le Tipeee est un habitat agréable à vivre. Il fait aussi bon dedans que dehors quand le feu est éteint. Par contre, gros avantage du Tipeee, c'est qu'en fait, il a évolué pour devenir une espèce de cheminée géante, parce qu'en fait, t'as deux toiles, on va dire. Le mien est en peau, parce que avant l'avènement du coton, c'était en cuir. Au début, le Tipeee, c'est vraiment une espèce de, c'est un cône, il est assez plat, il est pas très haut, il doit faire, 2 mètres de haut à tout casser. Et là, on va dire la toile est vraiment piquée au sol, voilà, c'est tout. Et t'as pas les oreilles, les grandes oreilles que l'on voit en général sur le Tipeee, t'as ces grands machins là sur les côtés, en haut. T'as pas ça. Donc évidemment, tu fais ton feu,
Bah, ça vient, ça va, c'est plus presque utilisé comme une espèce de tarpe sur laquelle tu fais le feu vers l'avant et ça te chauffe, bien. Ensuite, tu vas commencer à avoir une oreille, parce que bah, les gars ils se disent quand il y a un trou c'est bien, mais si on met une espèce de morceau de peau en plus, et ben hop, quand le vent passe d'un côté, bah ça crée une succion, ça crée une aspiration, c'est l'effet Venturi littéralement. Et c'est pas si mal. Ensuite, bah, va apparaître une deuxième oreille du deuxième côté, parce qu'en fait le tipi quand il est déplié, c'est littéralement un demi-cercle. Voilà, tu prends un demi-cercle. En dehors de ce demi-cercle, tu mets les oreilles et tu fais de chaque côté un trou pour mettre, bah, quand tu le replies, ça fait la porte. Et du coup, hop, tu fermes ton tipi, t'as les oreilles, et quand tu les diriges dans le sens du vent, donc t'as le vent qui passe derrière les oreilles, qui fait le tour, et ça crée une aspiration dans le trou. Littéralement l'effet Venturi. Après arrivera ce qu'on appelle le lining, c'est une espèce de, on va dire à hauteur d'homme, donc là le tipi commence à monter un peu. Il fait quoi? Il fait 4 mètres de hauteur à tout casser. Les perches font 6 mètres de longueur. C'est encore des trucs que tu peux tirer à dos d'homme. Donc ça va. Quand les chevaux vont arriver, les tipis vont agrandir parce que bah évidemment t'as un animal plus puissant pour tirer les perches et c'est trop bien. Parce qu'en fait les perches tu les mets en Y. Tac, voilà. Donc toi tu tires le côté du Y ici. Et là, sur la partie la plus écartée, tu fais une espèce de gros hamac et tu mets toutes tes merdes dessus et tu tires. En fait, le tipi, c'est littéralement un camping-car. C'est un habitat qui se transporte lui-même. Et donc du coup, ben, t'as le lining, donc c'est une peau que tu accroches à peu près à 1,20 m de hauteur. Et en fait, les premiers lining étaient verticaux. Donc tu perds de la place à l'intérieur, mais par contre, tu gagnes un placard. Tu sais, tu peux mettre des affaires derrière. L'avantage, c'est que tu as une espèce d'isolation. T'as 2 couches. Et surtout, bah, comme le lining il est posé, il est vraiment collé au sol, la toile extérieure, la peau extérieure, tu la relèves, et du coup, l'air, ça passe entre les deux. Et après, le lining, on va le pousser en forme de cône, on va le pousser complètement contre la toile extérieure, et du coup, on récupère de la place à l'intérieur, et comme le lining, il touche le sol, ensuite, la partie extérieure, elle est un peu surélevée, hop là, ça crée une aspiration. Donc au début, tu t'en fumes un peu quand tu lances le feu, avec ton striker et ton silex, une fois que les Européens arrivent, comme au médiéval, ou sinon ta marcassite et ton silex quand les Européens sont pas arrivés. Donc oui, taper 2 silex l'un contre l'autre, ça marche pas, ça marche pas, ça ne ferait rien. La marcassite et le silex, comme ça tu tapes, t'as des petites étincelles, t'enflammes ton amadou, c'est une espèce de champignon un peu moche, on dirait qu'une soucoupe volante s'est plantée dans un arbre. Ah oui, le centre de l'amadou, il est hémostatique. Vous voyez le coton que vous avez dans vos boîtes à pharmacie? Bah, l'amadou, ça ressemble à ça, et c'est aussi efficace, c'est hémostatique. Et surtout, vous mettez de la braise dessus, il s'enflamme direct. Et plus vous soufflez, plus ça s'active. C'est pour ça que les marins avaient des briquets à amadou. Donc du coup, tu fais ton feu, et une fois que ton feu s'est lancé, t'as les flammes, ça aspire l'air, ça crée ta colonne d'air chaud, ça crée un tirage entre la toile et l'extérieur, et hop. Et du coup, en bas, il fait chaud, et en haut, t'as ton tirage, comme dans une cheminée. Ah, intelligent, les gars, hein. Par contre, le tipi, il y a un trou. Donc, à chaque fois que j'allume mon feu, il y a Jankovici qui essaie de m'appeler. Manque de peau pour lui, mon téléphone est dans mon van ou dans une boîte, dans une caisse en mode silencieux, donc il peut pas m'appeler. Et Jankovici, bah, il me dirait, allô, Tommy? Oui, je téléphone avec une bouteille d'eau, je m'en fous, je fais ce que je veux. Ton bilan carbone! Oui, mais c'est pas un téléphone, donc Jankovici, je ne t'entends pas. Parce que le Tipeee, c'est littéralement un bâtiment classé ZZ. C'est tout ce que tu chauffes se barre par le trou. Donc il n'est pas écologique du tout. Et puis comme t'as pas d'isolation, mon cul, parce qu'il faut pas croire qu'avec le coton ça isolera plus, hein. Le coton est juste imperméable par nature à cause de son tissage. Donc chaque fois que t'as un Tipeee qui s'allume, t'as Jankovici qui fait oh ouais l'emplumé là, il est plus dans le cul, hein, oh ton bilan carbone. Donc ouais, en hiver quand il fait froid, il fait très froid, il peut même faire tellement froid que des fois, vous voyez les espèces de canis que faisaient les gars pendant les guerres de sécession ou même pendant les guerres de tranchées, ces espèces d'entrelaçage pour faire des ronds et mettre de la terre ou du sable dedans. Et ben il nous arrivait de faire ça autour du tipi. Comme ça, quand la neige se fait brasser contre le tipi, et ben elle vient pas boucher l'aspiration d'air. Ah, il y a R&D, attention.
Mais on est quand même bien mieux dans une maison en dur apportée par ces espèces de colons là. Hein. Ouais, ils ont apporté quand même des bonnes choses. Wow, on a digressé comme des salauds. Yo, salut. Ah, fais gaffe, notre ami le gobelin, si tu parles, t'es en dehors de l'application, on t'entend pas. Je n'étais pas en train de parler, j'étais en train de répondre à ma bien-aimée. Ah. Bah tu vois, moi aussi je peux répondre à ma bien-aimée, mais sinon, regarde, hop, il suffit que je tourne l'écran, et comme ça, je peux garder 2 applications actives, et je vais lui faire plouf. Plouf. Ouais, j'ai un téléphone très très cool. Donc ouais, c'est assez sympa. Et c'est pour ça que je dis, ben, quand tu critiques les religions, nous on a pris, bah tiens, on a pris ça sur la tronche. On a pris les pensionnats autochtones, on a tout pris. Et là, ce qui me terrifie, c'est de voir l'islam qui arrive par l'Amérique du Sud qui est ultra catho, hein. Mais catho. Et ça arrive dans les favelas pour une raison assez complètement stupide, c'est que l'islam, c'est ouais, on a des gros biscottos, on peut taper une femme, etc. Et pour les mafieux qui sont là-bas, ça les arrange bien. Et le plus dingue, c'est que c'est en train de prendre de l'ampleur, cette blague. Donc nous, on n'a qu'une seule peur, c'est que ça commence à remonter en Amérique du Nord. Ça fera effectivement, je pense, un clash avec les turtons aux États-Unis, parce que bah, je pense que aux États-Unis, hein, les turtons. Mais après, en même temps, chez nous, ça va. Hein. Au pire, on finira dans des réserves. Ah, ça va, on y est déjà. Donc, tu vois, voilà ce que les Occidentaux nous ont ramené. Voilà. C'est une gravure d'époque où tu enseignes aux sauvages. Donc, sauvage, pas le terme du XVIIIe siècle, habitant de la forêt, du terme de la racine latine Sylvanus. Non, savage, le mot anglais, bien dénigrant comme il faut. Et donc, tu lui enseignes la civilisation. Et si vous avez vu la peinture, c'est quoi c'est pas la marche du progrès ou la divine destinée. Enfin, c'est une peinture où tu vois une grande dame un peu héroïque, un peu machin, qui arrive avec la lumière, avec toute la technologie, tu vois toutes les nations qui fuient devant. C'est littéralement ça. Donc nous, le dogme religieux, on l'a bien pris sur la tranche. Youpi! Batterie chargée, yes! Plouc. Donc ouais, c'est pas très fun. Il faut taper sur les dogmes tout le temps, encore et toujours, parce que sinon, ben les dogmes reviennent. Et quand les dogmes reviennent, ben ça fait ça par exemple. Hop là. Oh, ça y est, la technique me lâche. La technique me lâche. Il affiche plus. Pouf, voilà. Quand les dogmes reviennent, ça fait ça. Et du coup, bah, on va continuer à lire. Ah non, on va pas continuer à lire, on va faire un truc. Il y avait, je sais plus s'il est là, mais il y avait Kevin dans le chat tout à l'heure qui disait explique-moi.